Allez, on démarre notre atelier Private Equity et ESG. Est-ce que l'ESG est une valeur ajoutée ou au contraire une contrainte quand on fait du Private Equity? Pour en discuter sur cet atelier, j'ai deux invités, deux spécialistes. D'une part, Christophe Deldic. Christophe, bonjour. Bonjour Frédéric. Christophe, vous êtes président de Turen Group. Et puis à vos côtés, il y a François Mananti. François, bonjour. Bonjour Frédéric. François, vous êtes directeur commercial d'Extendam. Alors, on va passer 45 minutes ensemble, on va essayer d'éviter la langue de bois. Est-ce que l'ESG, ça sert réellement à quelque chose? Avant cela, je vais vous demander à chacun de présenter, de façon synthétique, moins d'une minute, vos maisons respectives. François, vous lancez? C'est parti. Allez, Extendam, c'est quoi? Extendam, c'est une société de gestion indépendante. Nous sommes investis sur 6 territoires européens à travers une thématique qui est l'hôtellerie économique milieu de gamme. On gère de l'argent pour des institutionnels sur fonds propres et en gestion privée, gestion de fortune. Aujourd'hui, c'est 222 hôtels sur le territoire et ça représente un peu plus de 2 milliards de valeur d'actifs. C'est clair. Merci, c'était très clair. Allez, Christophe, Donc, Turen, c'est quoi? Turen Group, c'est une société de gestion indépendante également, qui emploie 65 personnes qui ont le bonheur d'être tous actionnaires de la société de gestion. C'est bien ça. 100% du capital est détenu par 100% des collaborateurs. Ça, c'est le S de social. Hein. Tout à fait, on en reparlera tout à l'heure peut-être. On gère à peu près 1 milliard d'euros aujourd'hui, répartis entre 80% de gestion de fonds institutionnels, 20% auprès de gestion auprès des personnes physiques, clientèle privée, investi en partie dans des fonds régionaux, donc pour accompagner les PME et les ETI dans les territoires, et dans des fonds, je dirais, sectoriels, dont l'hôtellerie, la santé, l'innovation. Mais effectivement, on a, je serais tenté de dire un généraliste, et puis le player très spécialisé. Spécialiste, oui. Ok, très bien. Alors, ESG, Private Equity, j'ai l'impression qu'on met l'ESG un peu à toutes les sauces. Est-ce que vous n'avez pas l'impression de participer à cette grande tendance du greenwashing? On dit, ah oui, nous aussi, on fait de l'ESG. On est très loin du greenwashing chez Extendam. Quand on investit sur un dossier, on investit mur et fond. Donc on parle bien d'immobilier qui est associé à une exploitation. Donc on accueille des people dans nos hôtels, des gens. Il y a des gens qui les accueillent aussi. Et il y a une tendance de fond aujourd'hui qui se dessine, parce que 72% des Français placent la problématique de l'environnement au cœur de leurs préoccupations, au même titre que la santé. Donc ce serait illusoire de penser que cela ne va pas impacter les modes de consommation de demain. Quand on reçoit du public, fatalement, on est obligé de tenir compte de ce que les consommateurs attendent. Et donc, même si on n'était pas intéressé, en matière d'hôtellerie, on est obligé d'intégrer cette composante. C'est ça votre discours, hein? Mais c'est une obligation à aujourd'hui. Et puis, il y a une révolution qui est en train de se passer, qui va être portée par la thématique ESG. D'ailleurs, les enseignes internationales ne se sont pas trompées, les grands groupes comme Accor, comme Intercontinental ou autres. C'est qu'ils proposent aujourd'hui dans leur galaxie de marques, à disposition des acteurs comme Extendam, des marques intégrant la démarche éco-responsable comme Grit chez Accor, comme Voco chez Intercontinental. Et donc et un peu poussé toujours, on l'a dit, par les consommateurs qui ont des attentes et des attentes auxquelles il faut répondre. Oui. Christophe Deldic. Oui, c'est quoi votre vocation? L'ESG, c'est une tendance de fond qui existe depuis longtemps. Moi, je prends chez nous, on a 21 ans. Depuis 2012, on est militant, adhérent auprès des démarches ESG. Pourquoi? Parce que c'est à la fois une demande de nos souscripteurs, institutionnelle à l'origine, c'est vrai. Aujourd'hui, très forte aussi de la clientèle privée, de pouvoir aussi donner du sens à son investissement et de dire, au-delà d'apporter des capitaux, il faut qu'on ait un impact dans les sociétés qu'on finance. Et je dirais, au-delà de cette demande forte des institutionnels, aujourd'hui, il y a aussi une écoute beaucoup plus grande des sociétés qu'on finance, des dirigeants et de ces équipes de management, à dire, bah oui, pendant cette période de vie commune qu'on va faire avec vous, en tant qu'actionnaire professionnel à nos côtés, on a aussi envie de donner plus de démarches responsables, de se préoccuper davantage de l'environnement, la notion sociale, gouvernance, quand on dit la gouvernance chez nous au niveau de la parité par exemple. En fait, on a à la fois, c'est bien en stéréo entre la demande de nos souscripteurs investisseurs et la demande ou l'attente des dirigeants et des équipes de management. Puis c'est souvent une réflexion qui se construit dans le temps aussi. Exactement. Donc, c'est important d'avoir des partenaires pour ne pas réfléchir seul. Et j'imagine que surtout, on reste actionnaire longtemps. Je veux dire, dans nos métiers, on est actionnaire plusieurs années. Je rappelle, la durée de vie moyenne d'une société en France, c'est 40 ans. Nous, à chaque fois qu'on fait une opération, on reste actionnaire entre 5 et 7 ans. Donc, chaque fois qu'on rentre, c'est une tranche de vie d'à peu près 20%. On a le temps de mettre en place des choses dans la durée et de mesurer le suivi sur plusieurs années. Un septennat, c'est long. Bon, ok. C'est clair, Christophe. L'un et l'autre, effectivement, vous nous expliquez clairement pourquoi ça a du sens d'associer Private Equity et ESG. Un exemple concret?
Bon, il y a plusieurs, un exemple concret. Il y a plusieurs exemples concrets. Déjà, premièrement, dans nos relevés d'investissement, aujourd'hui, on fait auditer d'une manière ESG l'ensemble des cibles que l'on a. Donc, ça nous permet déjà d'avoir une notation donnée d'une manière indépendante sur l'actif que l'on va racheter et d'avoir une mesure de progression dans le temps de notre participation. Comme c'était très bien dit, on est investi sur des durées moyennes de 6 ans, 7 ans. Donc, on a le temps d'insuffler sur l'immobilier et d'insuffler sur l'exploitation des bonnes pratiques. Exactement. Donc, parmi les bonnes pratiques, vu qu'on détient les murs et le fonds de commerce, on peut agir sur les deux. On agit sur l'immobilier. Un exemple très concret, un Ibis qu'on a eu au pied de la gare Montparnasse à Paris. Quand on l'a fait auditer, directement, c'était une passoire énergétique. La note énergétique était très mauvaise du bâtiment. Il fallait changer tous les ouvrants et les châssis. Donc, dans le plan de travaux, ça coûte un peu d'argent. Surtout quand on est sur un actif qui fait une 60aine de chambres. Donc, il y a pas mal d'ouvrants. Donc, on a décidé de changer et d'avoir amélioré cette note environnementale d'impact. D'accord. Après, il y a d'autres dimensions aussi sur cet investissement. Par exemple aussi, ça peut intégrer dans une dimension sociale et environnementale. On accueille des gens. Il y a du housekeeping à l'intérieur, bien évidemment. Donc, on utilise des produits pour nettoyer les chambres et les parties communes. Aujourd'hui, on préconise d'utiliser de l'eau ozonée. L'eau ozonée, elle a une vertu qui est très simple, c'est-à-dire que quand après on a fini la série de ménage et qu'on remet l'eau dans le circuit, il n'y a aucun impact sur l'environnement. Donc tout ça, ce sont des bonnes pratiques qui doivent être mises en pratique. Et puis moi, l'exemple que vous citiez de cet hôtel où toute l'huisserie devait être changée, ça a un coût. C'est vrai que c'est bien pour l'environnement, puis c'est vrai aussi, c'est bien pour votre consommation énergétique. Donc, surtout que c'est mesurable. Voilà, c'est mesurable et ça va, on l'espère, en tous les cas pour vous, générer des économies en termes de chauffage ou autre. Oui, il y a un impact financier. Prenons notre exemple sur un Voco. C'était les enseignes co-responsables. On a changé tous les flexibles dans les douches. Quand on comprend une douche, à peu près dans un hôtel sur 100 chambres, c'est une consommation entre 80 et 100 litres. Quand on change le flexible, en intégrant de l'air dans la sortie d'eau, on va faire baisser de 20% la consommation d'eau. Quand on met ça sur 100 chambres multiplié sur 365 jours, imaginez quand même l'impact que cela a. Ça impacte. Et financier, bien évidemment, et aussi environnemental dans une moindre consommation. C'est clair, François. Christophe, pareil, un exemple d'investissement, ça sert à quoi concrètement en termes de pratique ? Je vais plutôt donner des exemples de ce qu'on ne fait pas, en fait. Pareil, pour intégrer moi, la dimension ESG, je vais vous donner 2 exemples, puisque maintenant, comme on a pris ces engagements vis-à-vis de nos souscripteurs, il y a des projets de participation qu'on ne va plus financer ou qu'on ne va pas financer. C'est-à-dire qu'il y a des dossiers que vous regardez pour voir si ça passe les cryptes financiers, etc., si le business, modèle, tient la route, et puis à un moment, on lâche. Exactement. C'est ça une société en lien avec tout ce qui était autour du charbon. Aujourd'hui, on a même dans les règlements de nos fonds, c'est des secteurs exclus. Donc, on ne les finance pas en disant on est acteur, en disant on ne finançons pas le développement de ce qu'on considère être nuisible pour l'environnement. Un autre exemple, une société qu'on a étudiée qui fait du négoce import-export, produits, on va dire, textiles asiatiques dont on comprend en discutant avec le dirigeant que tout ce qui est qualité et sécurisation, comme quoi c'est pas fait par des enfants, c'est pas son problème. Au contraire, moins c'est cher, mieux c'est pour lui. Nous, clairement, aujourd'hui, c'est des sujets qu'on ne peut pas financer, qu'on ne souhaite pas financer. Là, c'est la partie sociale qui bloque. Exactement. Est-ce qu'il vous arrive, Christophe, d'étudier un dossier avec vos équipes pendant des semaines ? Tout va bien, le secteur est porteur, l'entreprise est innovante, elle a des atouts, et puis à un moment, au moment de faire le choix, on se dit non, on ne va pas y aller parce qu'il y a un point qui bloque. Ça doit être dur quand même de se priver d'une opportunité, non ? Alors ça, c'est plus rare parce que généralement, c'est lors des premiers entretiens qu'on arrive à démêler. En amont, rapidement, on voit rapidement. Après, on fait maintenant maintenant des audits plus ou moins systématiques ESG, c'est-à-dire où on fait une grille d'analyse avec des notes. Il y a des cabinets spécialisés là-dessus qui montrent en fait un état des lieux de la société en benchmark par rapport aux autres sociétés de son secteur d'activité. Et c'est plutôt le programme d'amélioration qu'on définit à l'entrée en disant nous, on vous accompagne, mais on est bien d'accord qu'on a pour objectif d'améliorer tel sujet, tel sujet, tel sujet. Et il faut que ce soit partagé avec le dirigeant. S'il y a une rébellion complète du dirigeant qui dit il est hors de question que j'investisse quoi que ce soit pour réparer... Votre histoire, ça ne m'intéresse pas. Voilà. On ne va pas plus loin. Exactement. Mais c'est aujourd'hui objectivement rare. Le tri, on le fait en amont et l'audit, c'est plutôt pour définir le programme d'amélioration pendant la période de vie commune. D'accord, c'est clair. Même question, François, ça vous arrive de regarder des dossiers et puis qui peuvent être intéressants parce que l'emplacement est bien là. Et puis à un moment, on se dit, tout compte fait, on ne va pas y aller parce qu'il y a ça qui bloque.
Il y a eu un exemple, on y allait, mais il y a un exemple qui est très récent, qui nous arrive au cours du second semestre, où on a acquis un actif qui est l'Holiday Inn face à la cité judiciaire à Paris, dans le 17e arrondissement. Et lors de l'audit ESG, dont on parlait tout à l'heure, sur la dimension sociale, il y avait un énorme problème, parce qu'il y avait une externalisation des femmes de ménage, et il y avait eu des gros problèmes de grève. Il ne faut pas oublier une chose, quand on accueille des gens, les gens, quand ils viennent dans notre hôtel la première fois, parce qu'il y a des belles photos, la deuxième fois, ils y viennent pour la qualité du service et l'expérience qu'ils ont connue. Donc si ça se passe mal, ils vont pas revenir. Si ça se passe mal, ils vont pas revenir. Donc au cours de cette audit sociale, on a remarqué cela. Donc on a demandé à épurer cette situation sociale avant notre investissement, ce qui a été réalisé, ce qui nous a permis de réaliser cet investissement. Et l'épurer, c'est très simple, on a internalisé toute la ligne de housekeeping dans l'actif. Et là aussi, c'est un exemple intéressant parce que j'ai l'impression que ça répond, et puis c'est pas un problème, à une double motivation. Il y a une motivation sociale et puis aussi une motivation de rentabilité. Parce qu'il y a un moment, si je vais à l'hôtel et qu'il y a un mouvement de grève, je vais peut-être pas y retourner une troisième fois. C'est lié, surtout que c'est très rapidement médiatisé. Donc il faut faire très attention sur cette partie sociale. Et vos partenaires, parce que internaliser, ça peut aussi représenter un coût. Oui. C'est difficile de les convaincre, de leur faire mener cette réflexion du moyen terme, parce que c'est vrai que quand on est gestionnaire, parfois, on est chef d'entreprise, on peut être parfois un peu le nez dans le guidon sur du court terme, et on a un peu du mal à se projeter sur le moyen terme. Oui, alors ça, c'est des réflexions qui sont menées avec nos partenaires exploitants hôteliers. Généralement, sur les zones où on investit, ils ont des actifs aussi. Donc en fait, en internalisant, on peut aussi démultiplier les ressources sur d'autres sites que nous avons à exploiter. Donc en fait, ce sont des sujets qui sont menés en amont et surtout en bonne intelligence pour qu'on puisse faire une exploitation qui soit saine et aussi rentable sur notre période d'investissement. Christophe Deldic, j'ai l'impression en vous écoutant que cette problématique du ESG, elle est assez... C'est pas une photo statique, c'est aussi qu'on essaye de voir la capacité de l'équipe dirigeante à évoluer dans le temps. C'est-à-dire, peut-être qu'aujourd'hui, une participation dans une entreprise qui n'est pas nécessairement, je dirais, complètement d'équerre, mais si on a la conviction que les gens sont capables mentalement d'évoluer, on va y aller, on va les accompagner. C'est ça aussi ? C'est exactement ça. C'est tout ce qu'on met derrière la notion d'impact également, qui est de dire finalement, on a un rôle en tant qu'actionnaire minoritaire dans une société, pas uniquement majoritaire, mais aussi minoritaire, de contribuer à améliorer les choses pendant notre période d'accompagnement actionnarial. À la fois sur des critères ESG, c'est quoi ? C'est des critères environnementaux, bon ça c'est assez facile, et aussi sur les critères sociaux. Nous on est des grands militants du partage de la création de valeur auprès de l'ensemble des salariés des sociétés qu'on finance, en disant si nous on fait une bonne opération, il faut que les salariés de la société qu'on a financée en aient aussi une contribution. Il faut qu'il y en ait un peu pour tout le monde. Voilà, et pas uniquement le dirigeant parce qu'il est actionnaire majoritaire à côté de nous. Et enfin, en termes de gouvernance, parce que chez nous, il y a la notion de parité qui est très, très, très importante. On a 40% de femmes dans l'effectif. Et on se doit, et on est des vrais militants, de dire on doit contribuer à changer les choses aussi dans les comités de direction des sociétés qu'on finance. Allez, une question qui peut éventuellement gratter, Christophe, 40% de femmes dans les effectifs, y compris sur les postes de direction ? Bah oui, sur tous les postes. Ok, très bien. La responsable de l'activité santé est une femme. Notre patronne du bureau de Marseille, c'est une femme. À Lille, c'est piloté par un comité de direction à 2/3 féminin. Oui, et on est c'est une pratique, c'est une réalité. C'est dans nos gènes depuis l'origine. Voilà. Okay. L'ESG, c'est très protéiforme. Il y a des étiquettes, il y a des labels, il y a des entreprises qui certifient. Alors, je ne vais pas vous demander quelle méthodologie vous préférez, mais souvent, ESG, c'est environnement, social, gouvernance. Est-ce que sur ces trois axes, vous êtes, entre guillemets, équipondéré, ou est-ce que vous avez plus un tropisme sur la gouvernance, à savoir vous êtes plus sensible aux problèmes de gouvernance, ou plus sensible aux problèmes environnementaux, ou plus sensible aux problèmes sociaux ? Vous êtes comment l'un et l'autre sur l'ESG ? En tant qu'investisseur dans l'immobilier d'exploitation, on est sensible sur les trois. D'accord. Donc il n'y a pas une préférence pour l'un ou pour l'autre. Effectivement, le domaine environnemental est plus facile des fois à travailler. Oui, c'est souvent le plus lisible. Et souvent le plus lisible est celui qui, aujourd'hui, on peut avoir plus de critères, en tout cas, d'amélioration dans notre période d'investissement. Mais cependant, quand on travaille un fonds de commerce, le fonds de commerce, c'est des hommes dans l'hôtellerie, donc c'est des ressources humaines. Ouais. Donc un exemple précis, sur un hôtel que nous avons à Ibis, un Ibis à Rouen, on a mis en place, en fait, pour tout ce qui est entretien, l'utilisation par les femmes de ménage de produits éco-responsables, et si elles l'utilisent dans le cadre de leur travail, on leur verse un 3e mois. C'est des choses qui sont très simples à mettre en place et à réaliser.
Alors, donc il y a un partage de cette performance aussi. C'est en même temps ça, mais ça suppose de faire de l'éducation quand même. Bien sûr. De la sensibilisation, ça se travaille dans le temps. La révolution qu'on est en train de vivre dans notre secteur, il ne faut pas oublier, 2000, on a eu la révolution sur les lifestyles, les boutiques hôtels. 2010, l'arrivée des plateformes de réservation en ligne et les Airbnb, par exemple. Et là, les années 2020, ça va être la révolution éco-responsable des exploitations. Et donc tout cela, ça se prépare en amont. Ça oblige de former aussi les équipes aux bonnes pratiques et à communiquer aussi sur ces bonnes pratiques auprès des actionnaires qui ont mis en place. Je vois, Christophe, que vous adhérez un peu à ce discours, à savoir qu'il faut éduquer les équipes, il faut prendre le temps de dire on ne peut pas être uniquement sur un management vertical de type fais ci, c'est on va faire ça parce que. Oui, et pour revenir sur votre question, est-ce qu'on est plutôt E, S ou G ? On est sur les trois. Bon, donc on est sur les trois. Avec, alors nous sommes actionnaires chez Turenne de 260 sociétés en France. Donc on a un beau laboratoire de ce qui est le monde des PME. Voilà. On va de la start-up jusqu'à la grosse ETI familiale. Et tous les ans, on envoie un questionnaire à l'ensemble de nos 260 participations pour mesurer ce qu'elles font sur les critères environnementaux, sur les critères sociaux et en termes de gouvernance. Et on a pris des engagements assez clairs sur 5 ans qu'on a mis dans notre rapport RSE annuel. Donc c'est du très, très concret et on s'engage vis-à-vis de nos souscripteurs et vis-à-vis des dirigeants qu'on accompagne sur les actions qu'on met en œuvre en tant qu'actionnaire professionnel dans ces sociétés. Aujourd'hui, il y a la moitié de nos participations, 130 sur les 260, qui ont mis en œuvre des mesures de réduction de leur empreinte en termes d'environnement. On souhaite qu'à horizon 5 ans, on soit à 75% de nos participations. Ça avance, voilà. Et ça, c'est du concret. Ça nous donne des points de rendez-vous aussi de suivi annuel avec l'ensemble des dirigeants de participation. Et c'est là où on pense qu'on a un rôle, nous, actif aussi en tant qu'actionnaire, de contribuer à améliorer les choses dans l'ensemble des sociétés. Si on n'investit que dans des entreprises qui ont fait ce chemin ESG, c'est bien, mais grosso modo, ça y est, elles l'ont fait. Alors que ce qui est important, c'est aussi de contribuer à faire avancer les pratiques. Et on est convaincu que ça contribue également à la création de valeur. Oui, alors ça, est-ce qu'on peut un peu l'aider ? Parce que j'ai l'impression que quand on a des filtres, un prisme ESG, du coup, on va se couper des opportunités. Vous évoquiez... le cas d'une entreprise dans le textile, effectivement, ça travaille beaucoup avec l'Asie, avec des juridictions où le droit du travail est parfois inexistant, voire le droit de la personne de façon générale. Ça vous coupe un peu des opportunités, non ? Oui, mais quand je dis que ça contribue à la création de valeur, c'est de contribuer à changer les choses dans les sociétés que nous finançons, notamment, je pense, au niveau social et en termes de gouvernance. On constate que finalement, de mettre un meilleur alignement d'intérêts entre le capital et le management d'une affaire, à l'évidence, les gens sont davantage motivés à contribuer à la création de valeur parce qu'ils savent qu'ils vont en profiter également eux-mêmes. Vous voulez dire qu'au niveau des équipes, et pas uniquement des équipes de direction, au niveau des équipes des employés, ça contribue à une plus grande appartenance, un meilleur sentiment d'appartenance à l'entreprise, c'est ça ? L'actionnariat salarié est une des principales mesures à mettre en œuvre, selon nous, dans l'ensemble des sociétés que nous finançons, parce qu'elle contribue à améliorer la performance financière des sociétés. Ok, François, vous partagez ce constat ? Dans notre cas, nous, on touche fondamentalement à la liquidité de notre investissement. Parce que nous, on investit murs et fonds de commerce. Au moment où on va céder nos actifs, pour plus de 50% des cas, on le cède sur le marché des institutionnels, des assureurs, des mutuelles, qui sont très friands de ce type d'actifs dans leur portefeuille. Et une des premières grilles de lecture qu'ils ont, c'est une lecture ESG de leur investissement. Donc si on n'a pas mis en place ces pratiques-là et qu'on ne leur démontre pas aussi qu'on a une période d'amélioration, on sort du scope. Donc, on va avoir un problème de liquidité au moment de la cession de nos actifs au bout de 6 ans. Mais il y a un autre sujet au moment de l'investissement aussi, c'est les sujets bancaires. Parce que les banques, on le voit de plus en plus, et ça va se généraliser. Dans un investissement, si on ne prend pas en compte des critères ESG et d'amélioration dans le temps, on va avoir une surprime, notamment au niveau du taux auquel on va pouvoir emprunter sur le levier. Et dans ce cas-là, ça va pénaliser la performance in fine de notre investissement. Donc, on est dans une logique bien évidemment vertueuse, mais aussi une logique qui est financière. Bien sûr. Est-ce qu'on peut parler des attentes des investisseurs ? Et François Mananti qui parlait d'investisseurs institutionnels, c'est vrai que historiquement, la problématique ESG, elle a surtout interpellé les investisseurs institutionnels. Qu'est-ce qu'il en est des particuliers ? C'est réellement devenu une attente chez les particuliers d'avoir des véhicules qui soient avec une vraie doctrine, une vraie compliance en matière de ESG ? Moi, je crois beaucoup à la notion de l'épargnant, que son épargne a du pouvoir.
Et nous sommes les gestionnaires de cette épargne. Et ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'en tant qu'actionnaire professionnel, même minoritaire au capital des PME dans les régions, on contribue à changer les choses, à donner de l'impact avec des modifications environnementales, sociales, gouvernance. Et ça correspond à une demande profonde des épargnants de dire, moi, je veux que mon argent contribue. Bien évidemment, je cherche une performance financière. Donc ça, c'est la base. Mais au-delà de ça, donner du sens à Ils veulent les deux. Voilà, les investisseurs veulent les deux. Exactement. Et veulent la performance financière et aussi une dimension sociétale. Et c'est pour ça que je ne crois pas du tout que le greenwashing soit l'avenir de l'ESG. À l'inverse, je pense que l'ESG est l'avenir de l'amélioration de la performance financière de nos investissements. Et qu'on aura davantage de souscripteurs et qu'on pouvant montrer à ces souscripteurs qu'on contribue à changer les choses sur une durée longue, comme on peut le faire sur nos différentes classes d'actifs, et ben globalement, on va donner, au-delà d'une performance financière, une satisfaction à l'épargnant souscripteur qui dit « mon argent a contribué à changer telle chose ». Voilà. François Mananti, vous parliez tout à l'heure de ces investisseurs institutionnels. Alors pour eux, c'est clair, c'est dans leur cahier des charges. Sur ces investisseurs non institutionnels, vos partenaires CGP, les investisseurs individuels, il y a une vraie attente. En fait, le monde de l'épargne est révolutionné par ces critères ESG. Pour la partie des distributeurs, dans leur allocation, ils vont devoir bientôt choisir des solutions qui respectent des critères des labels ISR ou ESG aussi, dans les sociétés de gestion qu'ils proposent, mais aussi auprès des épargnants directement, puisqu'en fait, leur mode de vie va refléter leur mode d'investissement. Donc, ils prennent de plus en plus en compte, on parlait tout à l'heure des 72%, ils prennent de plus en plus en compte les critères environnementaux. Mais à travers ces critères environnementaux, comme vous le dites très bien, il ne faut pas que ce soit du greenwashing. Il faut que ces critères environnementaux, sociétaux et gouvernance, ça soit utile, visible et compréhensible. Donc utile tout simplement, c'est-à-dire dans ces critères d'investissement, utile par rapport à une dimension environnementale, visible à travers un cahier des charges qui est bien édicté dans une démarche d'amélioration, et compréhensible parce qu'il veut avoir exactement dans quoi il investit et pouvoir soulever le capot à travers des reportings qui lui sont adressés annuellement ou semestriellement selon les sociétés de gestion. Donc c'est une dimension qui est très importante et qui va juste en fait s'appliquer à un mode de vie qui est en train d'évoluer. Vous rencontrez l'un et l'autre beaucoup d'entreprises, d'entrepreneurs qui peuvent être à la recherche de financement. Dans les pratiques des équipes de direction, vous avez l'impression qu'on en est où ? Est-ce qu'il y a encore, selon vous, beaucoup de travail d'éducation, d'évangélisation à faire auprès des équipes de direction ? Ou est-ce que, sans nécessairement qu'elles l'aient faites, mais est-ce qu'elles vous semblent mentalement prêtes à y aller ? Moi, je distinguerais les équipes de direction des actionnaires. D'accord. Donc, les équipes parce que les équipes de direction, je les sens beaucoup plus prêtes aujourd'hui à s'impliquer sur ces sujets-là que des actionnaires, notamment dans des entreprises familiales, qui sont actionnaires depuis longtemps et qui n'ont pas forcément encore intégré la nécessité de mettre en place ces processus aujourd'hui de manière très concrète dans leur société. Donc, les équipes de direction, nous, ce qu'on constate, c'est qu'elles poussent beaucoup les actionnaires dirigeants et elles nous accompagnent de manière positive en influençant les actionnaires en disant « bah oui, ce serait bien de parce qu'il y a des bénéfices en termes de management, en termes de loyauté, même de la parité, l'environnement, tout ça, ça parle aux équipes de direction de se dire, c'est une tendance qui est partagée par tout le monde et je veux dire, chaque épargnant est un collaborateur, parfois membre d'un comité de direction d'une société qui dit, bah, moi je souhaite aussi qu'on fasse dans la boîte dans laquelle je travaille ce que je souhaite faire, ce que je souhaite voir dans les autres sociétés. Donc oui, il y a une vraie tendance de fond. Les équipes de direction sont plutôt poussent les actionnaires ou prêtes mentalement à y aller, mais parfois ce sont des actionnaires. Voilà. Nous, on n'a jamais eu jusqu'à maintenant d'équipe de direction qui était contre la mise en place de ces systèmes qu'on mettait en œuvre, alors qu'on a parfois des actionnaires dirigeants qui sont interpellés parce qu'ils n'imaginaient pas ça comme ça. D'accord. Voilà. Donc je pense que ça va s'accélérer et qu'on n'est qu'au début de l'histoire. Même retour d'expérience en soi ? Mais en tant que capital investisseur, c'est nous qui devons être leaders sur l'implémentation de ces bonnes pratiques. Je vais vous donner un exemple qui est très concret. On va proposer là dans pas longtemps un portefeuille qui est situé sur Lyon à la commercialisation à nos partenaires distributeurs. Et les enseignes qui sont utilisées aujourd'hui dans ce portefeuille sont des enseignes qui aujourd'hui sont en perte de vitesse. Et dans notre stratégie de reprise, on va changer toutes ces enseignes pour mettre ces enseignes éco-responsables. Parce que c'est la tendance des 10 prochaines années dans l'hôtellerie. Donc, il faut être aussi pragmatique par rapport à une attente. Donc, il y a aussi une manière d'imposer nos choix à travers aussi les actionnaires ou les sociétés dont on va prendre le contrôle. Et ça, c'est un élément qui est très important parce qu'on rentre dans une phase
une nouvelle révolution dans notre secteur. J'ai l'impression que le meilleur argument quant à la question est-ce que vous ne faites pas un peu du greenwashing, c'est de dire l'ESG, ce n'est pas qu'une contrainte, c'est aussi un vecteur de performance managériale et aussi économique pour l'entreprise, parce que meilleure loyauté et fidélité des salariés, plus d'implication, plus de rétention au niveau de la clientèle. J'ai l'impression que votre retour d'expérience aujourd'hui, c'est ça. C'est les entreprises qu'on accompagne et qui sont dans cette logique positive, ils trouvent des bénéfices. Oui. Et même s'il peut y avoir des coûts, parce que vous évoquiez l'internalisation du nettoyage ou autre, ça a un coût bien sûr, mais à moyen terme, on va en tirer des bénéfices. Exactement. En termes d'implication, en termes de loyauté de la clientèle. Exactement. Mais c'est notre travail de capital investisseur d'aller faire cette démarche aussi et d'explication auprès de la société dont on va prendre le contrôle en leur expliquant nos stratégies qu'on va déployer. Et ils vont y adhérer. Ils vont y adhérer parce que bien évidemment, on fait face à ces stratégies, on met des chiffres. Et on sait très bien qu'aujourd'hui, si on ne change pas d'enseigne sur certains actifs, sur des zones données, exactement, le taux d'occupation, il va s'effriter, il va tomber, exactement, il va continuer à descendre, mais au profit d'autres acteurs qui auront fait cette transformation-là. Donc on doit être actif, surtout, et assez dur quand même dans les négociations sur là où on veut aller, sur nos horizons d'investissement. Quand vous dites assez dur, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à un moment, vous le met dans le pacte d'associés. D'accord. On le met dans le pacte d'associés. C'est écrit noir sur blanc sur les feuilles de route qui doivent suivre vous dites qu'il peut y avoir des casus belli si vous ne respectez pas ce sur quoi on s'est mis d'accord, c'est ça? Exactement, c'est exactement ça. J'ai l'impression que parfois c'est un peu bras de fer, c'est ça Christophe? Non, c'est comme toutes les clauses des pactes d'actionnaires. C'est le contrat qui régit nos relations avec les actionnaires et les dirigeants. Et dans ce cadre-là, on parle de tout avant pour pas qu'il y ait de surprise après. C'est comme les contrats de mariage. Exactement. Si on se marie, il faut prévoir le pire, comme ça on est tranquille. Et puis là, on prévoit même la sortie. Encore mieux. Voilà. C'est un peu la logique, si vous voulez. On propose de jouer dans une équipe qui va jouer la Ligue des Champions, une équipe qui va jouer la Ligue 1 uniquement. D'accord. Donc c'est exactement le même principe. Donc soit on s'inscrit dans cette mouvance-là, il faut bien le comprendre, ou soit on reste dans un championnat national. C'est un peu le même principe. Ok, c'est très clair. Sur cette problématique private equity, non coté et puis ESG, est-ce que ça a permis de faire émerger des véhicules ad hoc avec des morphologies un peu différentes? Oui. Alors malheureusement, dans le capital investissement, en tout cas nous, dans les solutions que l'on propose, il y a des labels qui existent, les labels ISR immobilier, mais on ne peut pas y accéder avec les types de véhicules que l'on propose. Cependant, ça ne veut pas dire qu'on n'édicte pas des règles nous-mêmes qui se rapprochent très fortement de ce label. Et quand on sera éligible, on y souscrira et on sera labellisé. Ça n'empêche pas à côté aussi de faire nos propres actions. On vient de sortir avec un assureur en fonds au cours du second semestre qui a reçu, on a candidaté, on a reçu le label Finance Solidaire, qui va permettre aussi d'aller financer des projets solidaires dans notre fonds d'investissement et au bénéfice, bien évidemment, de nos porteurs de parts. Juste définition, qu'est-ce que vous appelez très concrètement un projet solidaire? C'est-à-dire qu'il contribue positivement, soit à un impact environnemental, soit un impact sociétal, soit un impact de gouvernance. Et ça, c'est des sujets qui sont choisis par ce label, Finansol, et qui seront portés par le labellisateur. Ok. Christophe, en termes de produits, une fois qu'on a dit, il y a une bonne raison de s'intéresser à l'ESG, c'est pas uniquement, il y a des raisons morales, mais aussi des raisons d'efficience en termes de management, d'efficience économique. En termes de produits, ça se traduit comment? Alors ça se traduit comment chez nous? On a un véhicule qui est dédié pour la région de France sur le financement des opérations autour de la transition énergétique et de l'économie circulaire. Donc là, on est dans le cœur du E de l'ESG, qui pèse aujourd'hui une quarantaine de millions d'euros et qui a déjà investi... Ça s'appelle comment? CAP 3 RI ou REF 3, CAP 3 RI, qu'on va rebaptiser REF 3 Capital, parce que c'est la démarche qui est portée par la région de France dans ce qu'on appelle la dynamique REF 3, donc d'accompagner la troisième révolution industrielle dans la région de France. Donc c'est accompagner toutes les sociétés uniquement capital développement pour financer des projets autour de la transition énergétique et de l'économie circulaire. Voilà. Donc ça c'est très concret, c'est 40 millions d'euros investis aujourd'hui dans une douzaine de sociétés dans la région et on est en train de travailler, et ce qui va sortir bientôt, à un fonds national généraliste où le moteur c'est la mise en œuvre des critères d'impact renforcés
avec notamment le partage de la création de valeur dont je parlais tout à l'heure, la mise en œuvre de l'actionnariat salarié, donc, et l'ensemble des piliers des critères ESG, souscrits par des institutionnels exclusivement, très motivés par cette dimension d'impact auprès des sociétés financées. Donc tout ça, c'est en train de se structurer. Et il faut que nos auditeurs intègrent bien que cette notion de ESG, on n'est qu'au début de l'histoire, ce que je disais tout à l'heure, et c'est que dans toutes les dimensions à présenter à vos clients respectifs, l'ESG, c'est dans le cœur des thèses d'investissement dans le private equity, dans le monde de demain. Est-ce que, c'est une question pour vous deux, est-ce qu'il existe des statistiques ou est-ce que vous, à votre niveau, au niveau de vos entreprises respectives, vous avez pu constater, mesurer, quantifier une amélioration de la rentabilité ou est-ce que ça ne se mesure pas comme ça? Parce qu'on disait, ben voilà, l'ESG, il y a une dimension morale, mais aussi une dimension, entre guillemets, pas intéressée, mais factuelle, quoi. Ça sert à quelque chose aussi dans le business. Est-ce que ça se matérialise par des meilleurs returns ou des choses comme ça, on arrive à le calculer? Oui, ou est-ce qu'on a une base de statistiques trop étroite? Aujourd'hui, on n'est pas en train de travailler sur des grands nombres, hein, les sorties des véhicules, oui, c'est ça, mais par contre, on a des tendances qui commencent à se dessiner et qui sont assez fortes. Une tendance chez Extendam, c'est le raccourcissement qu'on peut avoir quand on cède à des institutionnels sur des actifs qui respectent des critères ESG ou pas, le raccourcissement qui existe sur la période de cession. Process de cession. Exactement, sur le process de cession. Ça rend le process plus rapide. Exactement. Oui, mais donc ça vaut quelque chose. Aujourd'hui, c'est mesurable. Donc voilà, mais après on n'est pas. C'est un vrai bénéfice. C'est un vrai bénéfice. On n'est pas encore sur des grandes datas, hein, bien évidemment. Mais par contre, on sait aujourd'hui quantifier. Oui, mais même si on n'a pas une statistique générale, même si ça reste impressionniste, c'est intéressant d'avoir des retours concrets sur vous en tant que praticien, ce que vous avez pu constater. Même question, Christophe, l'ESG dans les investissements. Oui. Ça se quantifie les bénéfices. Est-ce qu'on arrive à les quantifier? Ça se quantifie. Je n'ai pas de quantification, mais tout ce qu'on est en train de se dire, ça montre que demain, pour intéresser des gens comme nous, comme actionnaires, une société qui n'est pas motivée ou intéressée ou qui est très rebelle sur tout ce qui est engagement de l'ESG, on ne va plus les financer. Donc de toute façon, l'un dans l'autre, on contribue à, à imposer cette norme dans l'ensemble des sociétés, parce que sinon, celles qui voudront réaliser une performance financière, elles n'auront plus de contrepartie à trouver. Ensuite, plus sérieusement, il est clair que quand on travaille sur l'ensemble de ces axes, on améliore la pérennité des sociétés qu'on finance. Et deux, en privilégiant l'actionnariat salarié et le partage de la création de valeur avec l'ensemble des sociétés, on facilite les sujets de transmission, donc de liquidité de nos investissements, et on facilite la possibilité de créer des nouveaux montages en faisant passer les salariés, par exemple, actionnaires majoritaires, alors qu'ils étaient que petits minoritaires. Oui, vous insistiez quand vous présentiez votre maison tout à l'heure en disant, chez nous, les salariés sont actionnaires. Oui, on a financé notre transmission. Le fondateur, on a donné la liquidité au fondateur. Je disais, on a 21 ans, donc le fondateur, on lui a donné sa liquidité. Il nous a laissé la possibilité de favoriser une transmission interne. Et moi, je suis ravi qu'on ait réussi à boucler ça sur l'année 2020, parce qu'en effet, c'est le meilleur gage de pérennité pour notre société et de développement. Tout le monde est aligné sur le développement de Turenne dans l'ensemble de ses produits, que ce soit dans ses fonds sectoriels, que ce soit dans l'ensemble de ses fonds régionaux et dans la poursuite du développement. Donc oui, c'est gage d'une bonne performance financière future pour l'ensemble de nos fonds et donc pour la société. D'accord. On arrive sur la dernière ligne droite de notre atelier. J'aimerais qu'on fasse un rapide retour sur l'année écoulée. La crise sanitaire, ça a perturbé tout le monde. Est-ce que ça a changé les choses dans les pratiques? C'est quoi un peu votre retour d'expérience et un peu les messages que vous avez envie de partager, les vécus que vous avez envie de partager? Alors, je vais peut-être démarrer pour dire que c'est une crise sanitaire qui a entraîné une crise économique, qui est une crise économique sectorielle, alors qui est très forte dans le secteur. Dans certains secteurs qui sont sinistrés. Comme l'hôtellerie. Nous aussi, on est opérateur dans le secteur de l'hôtellerie. On a 43 hôtels et on voit qu'en effet, c'est très compliqué. Et à début, là où on se parle, on n'a pas encore de visibilité sur ce qui va se passer sur l'année 2021. Bon. Une fois qu'on a dit ça, notre boulot en tant qu'actionnaire responsable, c'est de recapitaliser les sociétés pour leur donner voilà. J'aimerais que l'ensemble des dirigeants raisonnent, et là je parle tout secteur d'activité confondu exposé à cette crise, en disant il est urgent de renforcer mes fonds propres. Et ce qu'on a fait en 2020, c'est de résoudre le problème de liquidité en rajoutant de la dette.
C'est l'hélicoptère. Voilà. Donc, comme on est encore dans une période, je dirais, où la visibilité est très faible, quand il n'y a pas de visibilité, c'est qu'on augmente le risque. Financer le risque, ça se fait plutôt avec des fonds propres durs. Donc, je pense que le private equity a un très grand avenir, y compris sur l'année 2021, notamment dans sa dimension de capital développement. Voilà, ça c'est le premier sujet. Ouais. Et le deuxième sujet de grande tendance que je vois par rapport à nos auditeurs aussi, c'est que c'est une classe d'actifs qui doit s'ouvrir davantage auprès des épargnants personnes physiques, parce qu'on sait délivrer de la performance financière dans la durée. Et on donne du sens à nos investissements avec tout ce qu'on a expliqué, et que les prises de participation quand on fait dans les années de crise, comme c'est 2021-2022, sont historiquement des bons millésimes de performance. Donc, pour les épargnants, c'est le bon moment pour s'exposer davantage à notre classe d'actifs. Et c'est intéressant ce que dit Christophe, et c'est pas paradoxal, mais à un moment où on distribue comme ça un peu de l'argent à la pelle, entre guillemets, en disant, bah ouais, allez, prends du prêt garanti par l'État, vous dites, bah, c'est peut-être au contraire le moment de renforcer les fonds propres. Oui. De conquérir son indépendance, et de solidifier, consolider l'existant. Pour pouvoir être offensif. La crise, c'est aussi des opportunités. Et quand il y a des concurrents qui souffrent, il faut peut-être profiter de ce moment-là pour en faire l'acquisition. Des prises de position. Voilà. Donc c'est pour ça que je dis qu'il va y avoir un grand besoin de fonds propres pour des dirigeants audacieux. Donc il faut saisir ces opportunités. Et nous, pour faire ça, on a créé notamment un véhicule qui est sous forme sociétaire qui s'appelle Sélection Opportunité, qui est réservé à la clientèle privée, commercialisé par des CGP, et qui a pour vocation de prendre des prises de participation dans des PME et des ETI dans les régions françaises pour accompagner ces dirigeants audacieux qui veulent faire notamment du développement build-up dans ces années de crise. Voilà. Ok. Et qui savent que s'ils prennent de la dette, c'est bien, mais qu'à un moment, il va falloir la rembourser. La dette, elle a résolu la crise de liquidité de l'année 2020, mais elle n'a pas résolu la crise de solvabilité. C'est clair. François, pareil, cette crise, quels sont les enseignements que vous, en tant que spécialiste du private equity, vous en tirez ? Ça a changé des choses dans vos relations avec soit vos partenaires ou futurs partenaires, la façon dont vous appréhendez les gens avec qui vous allez faire du business, chez qui vous allez prendre des participations ? Oui, concrètement, nous, à partir du mois de mars, quand on a été confinés, on a sécurisé l'ensemble de nos actifs. Sur la partie financière, sécuriser financièrement nos actifs. Donc on a la chance quand même d'être sur le territoire France avec de très très forts aides qui ont été mis en place et déployés. Donc ça a permis concrètement pour la plupart des hôteliers d'hiberner et d'attendre quand même des jours meilleurs que nous pensons à partir du second semestre 2021. Donc globalement, quand on détient des murs et fonds de commerce, on traverse assez bien la crise qu'on est en train de vivre, notamment sur le segment économique milieu de gamme. C'est très important, on s'adresse à une clientèle qui est domestique. Ça, c'est le premier point. Donc, il y a une partie de sécurisation. La deuxième chose, en tant que capital investisseur, cette crise va nous apporter des opportunités. On commence déjà à traiter des opportunités et à les acquérir parce qu'aujourd'hui, on a des fonds propres à déployer. D'une manière très importante à travers notre fonds institutionnel et les fonds retail qui ont très bien collecté. Et ces fonds propres, on va les déployer aux côtés de nos exploitants hôteliers sous cette stratégie lifestyle ESG sur le courant de l'année 2021 et 2022. Donc on pense qu'on va avoir des points d'entrée sur ce marché-là qui vont être très intéressants. Et en fait, on a vu très clairement revenir sur le marché d'une manière très importante les family office qui ont pris un poids très important dans notre collecte sur l'année 2020 pour justement bénéficier de ces points d'entrée sur les millésimes des fonds 2020. Et on est énormément sollicité sur les fonds qu'on vient de lancer en 2021, puisqu'ils comprennent bien que c'est un territoire d'opportunité. Et pour des spécialistes que nous sommes sur ce secteur-là, qui est en souffrance à l'exploitation, il y a des opportunités qui vont se dégager avec des très gros catalyseurs qui vont arriver 2024, 2025, 2026 sur le marché français. Et là encore, comme Christophe, vous défendez la thèse des fonds propres. La dette, c'est bien conjoncturellement, quand on a un problème de trésorerie, mais sur un développement stratégique, c'est les fonds propres qu'il faut renforcer. Oui, parce que le sujet, si vous voulez, c'est que si on fait des opérations avec du levier, il ne faut pas étouffer l'exploitation. D'accord. Une exploitation, elle va remonter dans les 2-3 ans qui vont venir. Donc aujourd'hui, dans les investissements que l'on fait, la part du levier
a baissé d'une manière importante. Là où on faisait du levier entre 50% et 55% sur nos opérations, aujourd'hui elles sont abaissées à entre 25 et 30% pour prendre en compte en fait ces nouvelles dimensions de taux d'occupation qu'on va récupérer à horizon 2022 sur notre année de référence qui est 2019. C'est clair. Christophe, vous vouliez réagir? Oui, je voulais juste rebondir sur ce que dit François. C'est pour dire que dans le côté offensif, quand je disais sur investir, nous on a acheté il y a 2 jours un hôtel en plein centre de Strasbourg. Le Parlement européen est fermé, donc le taux d'occupation des hôtels à Strasbourg, il est très faible. Ouais. Et nous, on se dit c'est une très belle opportunité en effet, puisqu'on achète aussi les murs. On fait beaucoup de travaux au début. Quand on fait les travaux, les hôtels ils sont fermés. Et donc on profite finalement de cette période calme pour fermer l'hôtel, faire les travaux et le rouvrir quand en effet les taux d'occupation vont revenir. Entre guillemets. Voilà. Donc c'était bien pour rebondir en disant même dans des secteurs très exposés à cette crise qu'on a depuis un an, c'est des moments propices pour investir. Et donc, il faut bouger. Il faut investir. Et le private equity est une bonne classe d'actifs aujourd'hui pour l'ensemble des épargnants. Christophe, François, c'était très clair. Merci d'avoir rapporté votre témoignage sur à quoi ça sert l'ESG dans le private equity. On va devoir conclure. Allez, 1 minute pour chacun pour votre message. Vous disiez 2021, il va y avoir des lancements de produits, ça va bouger, il va y avoir de nouvelles offres. On va accompagner aujourd'hui sur nos offres 2021 qu'on propose à nos partenaires CGP. Oui. La nouvelle stratégie qui va accompagner la révolution de l'hôtellerie dans les 10 prochaines années. C'est-à-dire que l'ensemble de nos participations vont avoir des critères ESG. Et on va partager cette conviction que l'on porte à travers des implantations de nouvelles enseignes éco-responsables sur notre portefeuille. Donc l'ensemble de nos fonds vont avoir cette conviction-là que nous partageons. C'est très clair, merci François. Christophe, le message? Message simple, 2021 est une année compliquée de tout ce qu'on a dit. Donc c'est une année où les dirigeants d'entreprises vont changer de mindset et ceux qui ne voulaient pas ouvrir leur capital, notamment les entreprises familiales très attachées à la pérennité, vont muter et ouvrir leur capital parce qu'elles savent qu'elles ont besoin de fonds propres. Donc notre marché va grandir. C'est le bon moment pour entrer dans cette classe d'actifs puisqu'on a, à travers les outils ESG, mais aussi notre boulot d'actionnaire professionnel au quotidien à côté des dirigeants, les outils nécessaires pour accompagner la croissance du marché, du renforcement des fonds propres. Donc c'est une bonne année pour le métier du capital investissement dans le non-coté. Ok, c'est clair. Christophe, François, merci. Merci. D'avoir répondu à nos questions. À très bientôt. À bientôt. À bientôt.